De retour pour la seconde partie de l'interview de Tristan Charvilla, creusons la méthode Discovery Discipline et passons à la mise en application et aux résultats concrets. Bonne écoute de Parlons Design. La saison 5 de Parlons Design est sponsorisée par The Kakatoes Theory, le site des product design. Tu as écrit que la méthode peut s'appliquer en 1 heure ou en 1 an. Mais pourquoi c'est possible et c'est quoi la philosophie derrière cette proposition un petit peu folle, ouais, un petit peu étonnante? C'est rare qu'on voit des méthodes où on me dise ouais en fait en 1 heure, en 1 an, en fonction du contexte, ouais ça peut. Ouais. Oui, parce qu'en fait, la méthode, elle te demande juste de te poser cette question. 7, le chiffre. Tu as 7 questions à te poser. Et donc, comme je te disais, c'est cette question, si en fait, et ça fait des années que tu travailles sur le sujet, que tu le maîtrises et puis que en fait, elles sont évidentes pour toi parce que d'une manière ou d'une autre, tu les as déjà faites, les activités, mais pas dans la structure de la méthode, mais ça peut aller très vite. Par exemple, avec Rémi, on s'attache à l'écosystème, au développement des nouvelles idées autour de nous, des startups qui se lancent. Donc, ça arrive assez souvent qu'on a des discussions avec des fondateurs de startups et qu'on discute de leurs produits et de les challenger un petit peu. Mais en fait, on se rend compte qu'on utilise systématiquement cette méthode sans même l'expliciter à travers notre conversation. Bon, tu veux lancer ta boîte, c'est quoi l'objectif fin en fait? Qu'est-ce que tu as envie d'impacter précisément? Voilà. Et ça, c'est déjà une bonne discussion à avoir. Des fois, ça prend 2 minutes et puis des fois, ça prend beaucoup plus de temps parce qu'en fait, on se rend compte que je sais pas être précis ou en tout cas, je veux 3 ou 4 trucs en même temps, mais en fait, j'en suis pas sûr. Donc, si tu veux, ça dépend de ton niveau de clarté à toi, ça dépend pas de la méthode en fait. Si tu es super clair, la méthode, ça va super vite. Et à côté de ça, évidemment, si tu as des énormes projets très ambitieux, même si tu as des convictions, tu as envie d'aller les vérifier 1 fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois. Donc là, tu vas te mettre à prendre beaucoup de temps. Tu vois, un first use case, c'est pas toujours simple. C'est dur hein, de décider d'un cas d'usage. Donc des fois, tu as vraiment besoin d'y retourner. Tu peux avoir besoin de faire des études quantitatives même pour aller les chercher si le use case a demandé à de la masse, de les prioriser. Donc il peut se passer beaucoup de choses en fait dans ton process et c'est ça qui fait que la méthode va vite ou pas vite. Mais dans tous les cas, ça reste à la fin, c'est 7 étapes, 7 livrables qu'il faut remplir et ça, ça peut aller très vite. Donc on a mis ça un petit peu comme, comment dire? Pour dégonfler, des ballons qu'on connaît par cœur et qui je crois sont des préjugés, pas exacts, de dire: «Ah bah oui, mais chez Blablacar, vous êtes une grosse équipe et puis c'est très mature sur le design et cetera, donc vous pouvez, mais nous on peut pas parce que». La fameuse excuse du, «Chez vous ça va, mais chez moi, ça serait pas possible». Vraiment avec cette méthode, c'est une erreur, ça fonctionne. Et d'ailleurs, les prémices de ça à l'époque de PayPal, c'était des sessions où on partait avec 4 personnes en 1 semaine et fallait qu'on ait quelque chose à la fin de la semaine. Alors, c'était pas exactement cette méthode, mais c'était déjà ce travail qu'on faisait en se disant, voilà, la contrainte est une force et si on a 1 semaine, et ben, on va y arriver en 1 semaine à faire quelque chose et ça fonctionnera. Et pas, on sortira un prototype en pâte à modeler. On sortira quelque chose qui pourra aller en développement et qui sera proportionnel à la quantité de travail qu'on aura eu le temps de dédier à ça. Ouais, c'est ça qui est, enfin, là, ça fait pour moi, c'était le deuxième truc qui m'a fait un déclic, tu vois? Quand tu m'en as parlé et quand j'ai creusé un peu le sujet. Premier point, c'était vraiment la convergence qui pour moi est hyper clé, enfin, ça me semble vraiment la problématique à régler. Donc c'est cool qu'enfin, quelqu'un s'y soit attaqué, clairement. Et le deuxième point, c'est vraiment ce truc, c'est que à la fois, c'est une méthode hyper concrète, dans le livre, tu nous donnes toutes les clés pour, le mettre en action, quoi. On a un problème, si on suit ça, avec toutes ces étapes, dans un contexte, avec une équipe, sur 1 semaine, 1 mois, plus, on va réussir à faire un truc concret. Mais finalement, comme tu le disais tout à l'heure, qu'est-ce que ça impliqué aussi beaucoup chez Blablacar? C'est le changement de culture. Parce qu'en fait, si on enlève,
à cette méthode, l'application directe, le concret, les outils de design qu'on va mettre en place, ces choses-là, et qu'on garde juste l'aspect, bah, la première étape, c'est de frame le projet. On a le livrable. Bien sûr, l'idéal, c'est de le faire, de le compléter physiquement, mais si dans son esprit, on est tellement habitué à le faire que dans nos discussions, dans la manière dont on va réfléchir aux choses, on va dire: «OK, est-ce que j'ai bien frame le problème?» heu et ben du coup et que je suis les différentes étapes comme ça, bah, du coup, ça devient plus tellement une méthode, mais ouais, une culture, comme tu le disais tout à l'heure, et ça a ce double impact de hyper pratique dans le concret et hyper, psychologique dans le fait de ça modèle ma façon de penser et du coup ma façon de travailler, ma façon de collaborer et C'est c'est exactement ça. Et je crois que c'est vraiment très très juste, hein. Tu as bien, bien perçu tout ça. Quand on a écrit le livre, on s'est posé cette question, quel type de livre on veut? Est-ce qu'on veut un catalogue d'activités? Il en existe, qui vont détailler chaque activité, tu vois, une espèce de dictionnaire des activités du Product Discovery. Ou est-ce qu'on veut un roman philosophique? Parce que en fait, bah, on aime aussi cette réflexion un peu plus macro, cette culture. Donc un livre, un catalogue de méthodes ou une culture design. Et ce qu'on a essayé de faire, c'est c'est de redescendre la culture à une culture appliquée. Voilà. Donc, c'est concret, mais c'est pas un catalogue et on n'a pas vocation à définir quelles sont les activités à mettre en œuvre. Donc, dans le livre, on propose des activités, hein, tout un tas. Voilà, à chaque étape, voilà ce que vous pouvez mettre en œuvre. Voilà un type de brainstorm. Vous pouvez faire un focus group ici. Ici, vous pouvez faire tel type de research. Euh, mais les équipes sont complètement libres de utiliser d'autres méthodes, enfin d'autres activités qui leur conviennent mieux, qui sentent mieux adaptées. Et puis il y a des nouvelles méthodes qui viennent en permanence, des nouveaux types d'exercices, et donc ravi de les intégrer au fur et à mesure. Donc ça, cette partie un peu catalogue d'exercices, elle est libre. Par contre, on a essayé de chercher cette connexion entre une culture et du très concret à travers le livrable. Ce dont on avait peur, c'est d'avoir quelque chose qui soit trop philosophique, où tout le monde adhère, mais à la fin, on dit oui, mais en fait, so what, dans mon quotidien, ça marche pas. Donc, on a beaucoup travaillé là-dessus, et comme tu l'as dit, je crois que l'étape un peu finale, mais en fait, c'est juste une grille de lecture dans ta tête. Et quand tu entends quelqu'un te parler de son projet, bah, tu peux pas t'empêcher de te demander s'il est précis sur son objectif, son positionnement, sur sa compétition, sur son problème. Voilà. Ça devient juste une façon de penser au bout d'un moment. ouais, ouais, complètement, et en fait, il y a vraiment cette double lecture finalement du bouquin de on peut le voir au moment où on en a besoin, comme vraiment, bah, quelles étapes je vais suivre concrètement, avec quels ateliers, et cetera, pour avoir mon résultat. Mais en même temps, on peut avoir la lecture un petit peu plus high level, on prend un peu plus de recul, on oublie un petit peu les activités, et vraiment on s'infuse d'un mode de pensée pour construire ces produits. Et c'est là où ça s'étend peut-être encore plus loin que le design et que le produit. Bien, c'est vrai que quand on a commencé à le pitcher, en particulier avec notre partenaire TIGA pour la publication, euh, mais en fait, on discutait des cas d'usage et je me souviens de partager l'idée qu'en fait, je crois que ce livre, idéalement, il doit pouvoir vivre sur un canapé et dans une salle de workshop. Parce que il a un mode de lecture, voilà, moi j'aime bien lire sur le canapé, un mode de lecture, je m'assois et je lis pour réfléchir et je suis pas en train de travailler, mais je suis en train de réfléchir. Et puis, il a une partie très pratique où presque on pourrait remplir directement les livrables dans le livre avec un crayon et puis se dire, bah, tiens, quelles activités j'ai envie de mettre en œuvre maintenant et de suivre un peu les guidelines. Donc je crois qu'idéalement, hein, on verra bien quel sera l'usage réel. C'est toujours difficile de l'anticiper complètement, mais je crois qu'il peut vivre autant dans un salon que dans une salle de réunion. C'est vrai que c'est plutôt rare, je pense, en fait, des livres comme ça qui peuvent avoir cette double lecture, mais c'est hyper intéressant et je pense que ça pourra clairement, intéresser les auditeurs.
Tu nous as parlé, très rapidement là de Tiga qui publie le livre, que tu as coécrit, donc le livre Discovery Discipline qui raconte justement cette méthode pour mettre soit dans sa bibliothèque, soit dans la salle de workshop. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus justement? Parce que passer d'une méthode à un livre qui va l'expliquer, qui va être compréhensible par tout plein de monde, co comment tu en es arrivé là? Quelle a été la construction, l'histoire de ce livre? Alors écoute, c'est une longue histoire parce que ça a été un peu l'histoire de notre collaboration entre Rémi et moi. Donc, c'est une histoire qui a plus de 10 ans. Et c'est rigolo parce que, comme disait Steve Jobs, les points se connectent, mais on s'en rend compte que, que après coup. Hein. C'est en regardant en arrière qu'on se rend compte que les points, en fait, étaient cohérents. Et je crois que, donc on l'a dit tout à l'heure, c'est d'abord une collaboration et puis une construction au fur et à mesure de pratiques et une culture commune, en fait. Et ça, on l'a fait sans vraiment avoir la vocation que tous les points se connectent, mais au fur et à mesure des problématiques qui arrivaient, on construisait nos réponses. Donc ça a évolué un peu inconsciemment, sans se dire on va faire un livre de ça. Au bout d'un moment, on a commencé à avoir des projets, et si on n'a pas de bonnes idées, si on n'en a pas beaucoup de mauvaises, et donc on a eu beaucoup de mauvaises idées, on a fait plein de tentatives, on a commencé des, 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 des activités, des jeux de cartes, on a fait des pré-livres. On a voulu à un moment connecter la notion de bien-être et de méditation avec le design. On a fait pas mal d'essais. Voilà. Et puis, ça marchait pas. La méthode a continué à se construire. Et puis, il y a 2 ans de ça, moi, j'ai commencé à avoir un besoin d'écrire. C'est venu un petit peu comme ça, en me disant, bah, tiens, cette méthode, j'ai envie de la poser sur le papier. Aucune idée de ce à quoi ça va servir, mais j'ai envie. Et puis je crois que c'est toujours bien de passer par le format texte parce que un petit peu comme les activités de convergence, le format texte, ça pardonne pas. Qu'à un moment donné, si tu veux être précis, l'exercice de rédaction, il t'aide beaucoup à voir là où tu as des petites failles. Le PowerPoint ou les présentations un peu macro, souvent elles effacent ou elles cachent les imperfections. Donc ça a été un super exercice. Je pensais au départ juste partager ça sur Medium, faire 7 articles, un article par étape. Et puis, plus t'écris, plus ça vient. C'était un exercice de rédaction qui était finalement pas si difficile parce que c'était plus du download. Hein, et c'était pas un exercice créatif. J'inventais pas une histoire, j'essayais juste de partager ces années de réflexion. Ça a commencé à prendre forme, à grossir, à grossir. Euh, Rémi a vu ça grandir et faire écho, évidemment, avec toute son histoire. Donc, il s'est joint à l'aventure. On a continué à avancer tous les deux. Et puis, à un moment donné, ça avait vraiment pris la forme d'un livre. On commençait à avoir des échos de gens à qui on le partageait, qui nous disaient, attends, ça c'est un livre, c'est pas juste à partager. Puis, on a avancé vers l'idée, ok, on va faire un livre. Et alors, comment ça se passe de faire un livre? Quand tu connais pas, tu découvres, tu cherches un peu, tu parles avec des gens qui l'ont fait. En particulier, Antoine Vissonneau qui avait fait son livre, qui avait une expérience là-dessus. Alors, on a parlé ensemble. Il m'a commencé à m'expliquer. Et je me suis rendu compte à ce moment-là que la relation à un éditeur, c'était un peu particulier, et en particulier au niveau alors j'ai envie de dire des droits, mais au niveau de la liberté qu'on te laisse quand tu édites un livre. Ça m'a semblé un peu restrictif. Je me disais non, mais moi en fait j'ai envie de le partager et c'est ça mon objectif. Et donc, la première idée, c'est de se dire bon, on va le distribuer gratuitement. Parce que passer par une édition, c'est créer tout un tas de contraintes et de bloqueurs dont on n'a pas envie. Et dans nos discussions, sur un déjeuner avec Tiga, on s'est rendu compte que en fait, on pouvait peut-être faire quelque chose de très vertueux, qui était partager avec la communauté, créer quelque chose. Tiga, qui est euh, une agence avec qui on s'entend particulièrement bien. C'est un cabinet de conseil. Ils sont spécialisés dans les métiers du produit depuis longtemps. On s'entend très bien ensemble. On a une philosophie commune. Et on s'est dit, tiens, c'est peut-être ça la solution, c'est de faire un partenariat. Tiga nous aide à publier le livre, nous apporte son savoir-faire sur le partage de contenu, parce qu'ils produisent beaucoup de contenu et de très bonne qualité. Nous, on apporte notre expérience, notre savoir-faire. Et puis, on en est arrivé à l'idée de se dire, on fait ce livre, et en plus, on va créer une formation autour du livre. Et Tiga a beaucoup d'expérience dans la formation, ils savent comment on fait. Donc, cette espèce de partenariat très vertueux
qui fait qu'on a tous les deux un grand intérêt à partager cette méthode à la communauté, construire une formation autour, ce qui va permettre d'aller au-delà du livre, hein. Lire le livre, c'est une chose, mais après participer à une formation, c'est encore une étape supplémentaire pour la mise en œuvre. Voilà où on en est aujourd'hui. Et donc ça prend fin maintenant, ça y est. On va pouvoir commencer à, à le distribuer et ça, c'est une très belle aventure. Donc tu vois, quelque chose d'un peu imprévisible au départ. Maintenant, en regardant en arrière, je me dis, bah oui, c'était logique, mais au fur et à mesure, ça l'était pas du tout. Et je crois que c'est les meilleures aventures, c'est quand tu les fais simplement parce que tu as envie de partager, tu n'as pas une ambition particulière, mais que tu vois des gens s'agréger autour du projet au fur et à mesure. C'est vraiment une expérience très, très intéressante. Un petit peu comme l'expérience de chez Blablacar et de la construction d'un produit de rien. Au départ, tu es vraiment tout seul et puis au fur et à mesure, les gens se greffent autour et puis des gens viennent t'aider pour faire du market et puis tu as des premiers utilisateurs, etc. C'est vraiment une très, très belle expérience. Ouais. C'est vraiment l'idée finalement qui attire à elle-même un petit peu, tout un écosystème qui va venir l'aider à évoluer, à grandir et puis à vraiment prendre, vie de manière concrète, quoi. Ouais, C'est, c'est ça, des gens qui adhèrent et qui ont envie de participer à l'aventure et qui disent: «Ah oui, j'y crois, bah oui, ça aide». Et puis notre discussion en ce moment, elle fait partie de tout ça. C'est-à-dire qu'on se dit: «Bah oui, tiens, bah voilà, vous avez fait quelque chose, bah moi ça m'intéresse, bah je veux le partager avec les gens que ça va aussi intéresser». Enfin, tu vois, ça crée cette dynamique, hem, qui n'a d'autre intérêt que le partage et d'évangéliser sur des valeurs et des choses sur lesquelles on est convaincu et on pense que ça va aider. Donc c'est vraiment une dynamique très intéressante à vivre. ouais, bah, complètement, et j'espère que, bah, toute cette discussion aussi aura permis à la méthode un petit peu d'évoluer, d'avancer, de se diffuser. Comme tu l'as dit, donc là, le livre, publié avec Tiga, qui est dispo en précommande, il y aura le lien en Absolument. description, et il y a du coup une formation qui sera aussi dispo pour aller plus loin. Ça, la formation, tu as un petit peu des dates? Tu sais, à partir de quand ce sera dispo, Bon, c'est très probable qu'on travaille dessus pendant l'été pour avoir quelque chose de disponible à la rentrée. Si c'est disponible avant, je serai ravi et on mettra tout ça à jour sur le site de la méthode. Voilà. Mais là, on commence donc à mettre en œuvre tout ça. Donc, c'est probable que ce soit une bonne activité d'été pour nous pour être très opérationnel pour les premiers étudiants de Discovery Discipline à la rentrée. Complètement, donc là, ceux qui auront bien accroché, tenez-vous au courant, si ça vous intéresse, ça arrivera donc ouais, septembre, octobre 2022, on peut espérer. Bah, super, merci beaucoup. J'ai des petites questions de fin, pour toi, parce qu'un truc qui est un truc de plus, je devrais dire, qui est intéressant avec, cette méthode Discovery Discipline, c'est qu'en termes d'application, de la manière dont on la met en place, c'est assez ouvert. Ça invite à être réinterprété un petit peu, réajusté aux besoins, voilà, au comportement de chacun. Et du coup, si tu devais repartir de 0 presque dans la construction d'une vision de design, quelqu'un qui voudrait soit réadapter, complètement la discovery discipline à ses besoins ou créer quelque chose dans son domaine, tu vois? Sur ce point-là de construire une méthode, construire une solution, un framework, pour répondre à ses problèmes, ce serait quoi le truc que tu mettrais en place, tu vois, pour t'assurer que la construction apporte de la valeur au final? Est-ce qu'il y a un un point, un outil, une habitude qui t'a aidé finalement à rendre ça réel, à rendre ça concret? Alors, écoute, euh, j'ai presque une recette magique, mais c'est pas vrai. Mais en tout cas, il y a 4 points qui sont, je crois, vraiment clés pour construire une méthode ou un playbook ou, tu vois, un espèce de document référence pour une équipe. La première, c'est que il faut que ce soit un peu inspirant. On le disait tout à l'heure, la meilleure méthode, c'est celle que tout le monde utilise. Et pour que tout le monde l'utilise, tu peux pas simplement l'imposer, la méthode. Il faut que tu crées une envie d'y aller, une inspiration. Donc, euh, donc ça, je crois que c'est clé et il faut aller chercher cette inspiration quelque part. Euh, Souvent, tu le puisses dans la culture déjà existante, hein, de l'entreprise. Donc nous, on avait déjà commencé à semer cette espèce de convergence design-produit, par exemple. Mmh. Et ça a été une source d'inspiration pour tout le monde. On l'a beaucoup insisté dessus, sur le fait que ça allait permettre de renforcer des équipes, que ça allait
leur permettre de s'enrichir aussi les uns les autres. Donc il faut aller chercher une inspiration. Tu peux aussi aller la chercher dans des métaphores, hein. Tu peux avoir des choses qui sont inspirées de, je sais pas moi, d'une réussite spatiale. Tu vois, Apollo 13, je suis sûr que ça a été une réussite ou pas, mais de tout un tas de, de frameworks ou de méthodes. Tu peux aller les chercher dans la nature, tu peux aller les chercher dans l'architecture, d'ailleurs, hein, en repensant à ton épisode avec Sébastien. Moi, par exemple, l'architecture haussmannienne me passionne et tous les grands travaux de Paris qui sont arrivés. Donc tout ça, ça peut être des vraies sources d'inspiration pour poser ta méthode. La deuxième chose, c'est qu'il faut du sur-mesure. Et je crois que c'est pour ça que, enfin, en tout cas, c'est l'une des raisons pour laquelle Discovery Discipline est extrêmement modulable. Parce que tu peux pas prescrire une activité finie, figée, en disant c'est ça la recette pour réussir tes produits. C'est peut-être là où, malgré tout le fantastique travail qui a été fait autour des sprints, des design sprints, si tu le fais by the book, tu as vraiment quelque chose de très très fermé. C'est quasiment codé à la demi-heure près. Et ça, c'est très bien pour une activité d'évangélisation et ça va vite à faire passer, à diffuser. Mais c'est difficile d'imaginer que ça marche dans tous les contextes, en fait, que ça marche pour tout le monde avec les mêmes exercices, avec le même timing. Donc pour nous, ça a été très important de laisser la capacité aux gens qui l'appliquent de la faire sur mesure. En fait, ils n'ont pas besoin de créer une nouvelle méthode. Ils ont juste besoin de se dire, bah, moi, j'ai envie de faire quoi comme activité? Qu'est-ce qui me semble être la bonne chose? Donc, si tu veux, c'est déjà une méthode qui se met un petit peu toute seule sur mesure. Donc ça, c'est le deuxième point. Donc le premier, c'est d'être inspirant. Le deuxième, c'est de faire des choses sur mesure. Évidemment, le troisième, c'est d'être actionnable. Et ça, c'est aussi l'âme de notre, je disais tout à l'heure, il faut que ça passe en delivery après. Et puis, il faut des livrables. J'ai juste à remplir les mots. Il faut que je sois dans l'action, pas que dans la philosophie. La philosophie, elle est très importante pour asseoir la crédibilité et puis pour faire comprendre le fond. Mais derrière, il faut que la forme, elle soit actionnable. Et ça, on a mis beaucoup d'efforts dessus. Et puis le dernier point, et ça c'est peut-être ça semble être le plus léger et en même temps je crois qu'il est essentiel, c'est qu'il faut que ce soit mémorable. Et donc on a pratiquement mis 2 ans à trouver l'acronyme FOCUS. C'était vraiment une torture. Des fois c'est facile et franchement des fois c'est hyper dur de trouver un acronyme, quelque chose de mémorable. Mais pourtant c'est ce qui fait toute la différence. Et, euh, et je dévoile notre discussion, nos quelques minutes d'échange avant l'enregistrement où tu me dis, mais alors, Focus, la méthode Focus, et, et bien en fait, c'est vrai. Finalement, le fait de trouver un acronyme qui regroupe toutes ces étapes sous un terme Focus, qui en plus est lié avec la méthode, ben finalement, ça devient presque plus puissant que le nom de la méthode elle-même. Et on se dit, ben en fait, c'est la méthode Focus, ou c'est la méthode Discovery Discipline. Et je reconnais bien là, en fait, l'impact de cette dimension, rendre les choses mémorables. Il n'y a pas que les acronymes pour les rendre mémorables. Des images, des visuels, ça peut très bien marcher aussi, mais c'est indispensable en fait pour créer de l'adoption. Voilà. Donc les 4 éléments de la recette, c'est une méthode inspirante, sur mesure, actionnable et mémorable. Très bon, excellent tuto, sur comment créer une méthode. Je je suis, ravi, et j'espère que ça aidera chacun, soit à adopter, à sa façon la Discovery Discipline slash méthode Focused, dans leur projet, dans la manière dont ils vont l'interpréter ou potentiellement à créer leurs propres outils, pour qui conviennent parfaitement à leurs besoins. Merci, en tout cas pour ton temps de nous avoir parlé de tout ça. Bien sûr, les liens seront en description, pour précommander le livre, si vous écoutez ça, proche de la sortie de l'épisode ou pour le commander, si vous êtes un petit peu plus tard en 2022. Je te laisse le mot de la fin, pour nous dire où est-ce qu'on peut en apprendre plus? Est-ce qu'on peut prendre contact avec toi? Voilà, quel message t'aimerais, pour clore ce podcast, faire passer aux auditeurs? Je te laisse la parole. Le podcast est à toi. Eh bien, écoute, bon, bah déjà un grand merci, Romain, pour notre discussion et puis pour toujours la pertinence de tes questions. Hein. Toujours été impressionné par la qualité du contenu que tu pouvais proposer. Et donc, bah, je suis très, très honoré d'avoir pu avoir cette discussion avec toi et que tu aies passé du temps sur ce livre pour le challenger et pour poser tes questions. Vraiment super, bravo.
En conclusion, j'ai envie de dire que, écoute, on fait cette méthode vraiment, on la partage vraiment pour avoir le retour de la communauté, pour aider, parce qu'on aime le sujet de la discovery et et comme c'est une méthode ouverte et ben, en fait, on est hyper curieux de savoir comment les gens vont se l'approprier. Hem, Autant des product managers que des designers ou peut-être même d'autres personnes qui verront qu'en fait ces questions-là, bah, elles marchent même peut-être au-delà du produit et qu'elles marchent pour tout un tas de domaines parce que c'est des questions fondamentales à se poser. Donc hyper preneur, de retour de la communauté, soit des choses qui marchent pas, des choses qui marchent, des adaptations, des nouvelles pratiques auxquelles on n'a pas forcément pensé, qu'on n'a pas listé dans les exercices et en fait qui marchent très, très bien. Et donc, bah, j'ai envie de dire, j'aimerais que la seconde édition de la Discovery Discipline, j'ai 5 ou 10 pages de remerciements à envoyer à tout un tas de contributeurs qui nous auraient aidés en fait à aller plus loin et à continuer à développer cette philosophie de la divergence. Elle est libre et fantastique seulement si au bout d'un moment il y a de la convergence. Il n'y a pas de jeu sans règle du jeu et on essaye de faire vivre ça, voilà, de laisser toute la liberté à la divergence grâce à la sécurité de la convergence. Tous ceux qui ont envie de nous partager leurs réflexions et leurs inputs, ce serait un cadeau pour nous. Donc, on attend ça avec impatience. Évidemment, il y aura un contact sur notre page discoverydiscipline.com pour nous envoyer tous les commentaires et nous aider à améliorer la méthode. Merci d'avoir suivi cette interview et merci à Tristan de nous avoir partagé cette méthode avec passion et enthousiasme. La Discovery Discipline a vraiment attrapé mon attention, hein. Je pense que je vais vous en reparler très bientôt dans Parlons Design. Abonnez-vous bien évidemment sur votre plateforme de podcast préférée pour ne pas rater ça. Si vous souhaitez creuser le sujet de la Discovery Discipline en profondeur dès maintenant, le livre Discovery Discipline de Tristan Charvilla et Rémi Guyot, publié par Tiga, est disponible en précommande dès maintenant. Le lien, bien sûr, est en description. Moi, je vais directement le lire. J'ai déjà eu une première preview, mais je vais l'attaquer très rapidement. Merci d'avoir écouté Parlons Design. À la semaine prochaine. Salut.